Aujourd'hui c'est le premier jour de l'automne et on peut dire qu'on ne fait pas semblant cette année puisque il fait un temps épouvantail. Il fait un temps de merde, hein. J'ai cru qu'il était 6h du mat ce matin quand je me suis réveillée alors qu'en fait il était 10h30 tellement il faisait noir. Bref, il faut que je fasse mon deuil de l'été, ça y est, c'est officiel, c'est terminé. Du coup, je vous propose une petite rétrospective, un petit update de ce que j'ai lu cet été dont je ne vous aurais pas encore parlé. Il y a du bof, du bon, du chialant. Il y en a pour tous les goûts, hein, pour toutes les émotions et pour tous les genres. J'espère que ça va vous plaire et on va s'y attaquer tout de suite. Hein. Et ensuite, je ferai mes adieux à ma saison préférée pour rentrer enfin officiellement dans l'automne. Heureusement qu'il y a le Pumpkin Autumn Challenge. Si vous avez vu mon avant-dernière vidéo, mon vlogdate, je vous avais dit que j'allais lire du feel good cet été parce que en juin, juillet, j'ai vu passer énormément de pales de l'été justement qui avaient l'air hyper alléchantes et qui étaient beaucoup constituées de feel good puisqu'apparemment c'est le genre que beaucoup de gens aiment lire pendant l'été. Du coup j'ai d'abord lu Une saison au bord de l'eau de Jenny Colgan que je n'ai déjà plus en ma possession. Est-ce révélateur de l'avis que je me suis fait de ce livre ? Un petit peu, mais pas trop quand même. Dans Une saison au bord de l'eau, on va suivre Flora qui est juriste dans un cabinet d'avocats à Londres. Elle a une vie un petit peu monotone, hein, métro, boulot, dodo. Elle n'a pas énormément d'amis, elle travaille beaucoup et pour couronner le tout, elle est en gros kiff sur son boss. Son boss, bien évidemment, c'est le cliché de l'avocat aguerri, hein, c'est un requin aux dents longues et qui n'est pas spécialement très aimable, très affable, très sympathique. Mais voilà, elle est en crush sur lui quand même, on ne sait pas trop pourquoi. Il se trouve que Flora c'est en fait une expatriée puisque elle est originaire d'Écosse sur une toute petite île et c'est une île qu'elle n'a pas visitée depuis la mort de sa mère il y a quelques années. Apparemment elle aurait fait quelque chose d'assez horrible dont elle a honte à l'enterrement de sa mère. Finalement elle va quand même être obligée de rentrer chez elle puisque elle va être en charge d'une affaire juridique qui se déroule sur son île natale. Bref, c'était un résumé un petit peu brouillon, mais en gros, le pitch à partir de ça, c'est que Flora rentre chez elle, elle retrouve son île, elle retrouve sa famille, elle retrouve tous les gens qu'elle a connus toute sa vie, puisque clairement j'ai l'impression qu'il y a genre 50 habitants hein, là-bas. J'avais très envie de lire ce livre et j'avais hyper envie qu'il me plaise, mais j'étais quand même un petit peu méfiante parce que j'avais peur de retrouver des clichés, du gnangnan, une plume hyper simple, trop simple. Et bien j'ai retrouvé tout ça, mais malgré tout, ça a été quand même un bon moment. Donc oui, c'est carrément cliché, oui, c'est gnangnan, mais après bon... vous connaissez un petit peu ma personnalité, il y a beaucoup de choses que je trouve gnangnan. La plume n'a vraiment absolument rien de spécial, c'est hyper oralisé, c'est tout ce qu'il y a de plus basique. Mais après franchement je dis pas ça de façon péjorative parce que c'est vraiment le genre de livre dans lesquels je pense on se plonge comme on allumerait la télé, je sais pas, un après-midi pour regarder un feuilleton sur M6. Feuilleton, je pense que ce mot n'a pas été employé depuis les années 90. Tout ça pour dire que c'est un livre dans lequel on se plonge, je pense, pas pour rechercher un effet artistique, littéraire, pas pour avoir des personnages incroyablement bien construits, vraisemblables, pas pour une intrigue de ouf, mais vraiment pour poser son cerveau, pour se laisser porter par une ambiance, une atmosphère, par des bons sentiments, par un happy ending en général, et voilà, ça fait du bien, c'est pour se détendre, et de temps en temps, c'est tout ce dont on a besoin. Donc non, clairement, c'est pas le genre de livre que je vais lire tous les 4 matins parce que je recherche plus quand je lis un livre, mais là, je l'ai emporté en vacances avec moi. Je l'ai lu tranquille, petit à petit, entre deux sessions plage ou promenade, et ça a fait le taf. J'ai bien aimé l'ambiance. En fait, c'est un peu tout ce que j'en retiens, l'ambiance. Sinon, ça casse pas 3 pattes à un canard. Un peu dans la même vibe, j'ai lu La merveilleuse boutique de crème glacée de Viviane. Le titre à rallonge, de Abby Clemens, et là je m'étais dit ça part quand même vachement mieux puisque la plume était déjà moins cliché, moins gnangnan, on était déjà un petit cran au-dessus en matière de style et je m'y suis un petit peu plus retrouvée.
Du coup quand je me suis lancée dans cette lecture, je me suis dit je pense que ça va quand même plus me plaire qu'une saison au bord de l'eau. Et au final, pas tant que ça. Dans ce roman, on suit deux sœurs qui héritent de la boutique de crème glacée de leur grand-mère qui est malheureusement décédée à Brighton, et elles vont essayer un peu de lui redonner de sa superbe. Elles vont remettre la boutique sur pied, une boutique qui est là depuis les années 50, qui est une icône de la jetée de Brighton. Enfin, c'est pas sur la jetée, mais c'est sur le front de mer, quoi. Il y a une sœur qui est plutôt posée, voilà, qui travaille au Royal Pavilion et qui vient d'acheter un appartement, donc qui est vraiment prête à reprendre la boutique. Et il y en a une autre qui vivait en Thaïlande et qui quitte tout pour ce projet et qui au final ne sait pas vraiment ce qu'elle a envie de faire de sa vie. Et voilà, c'est l'histoire de comment elles retapent la boutique, comment elles ouvrent leur boutique, comment ça marche. C'est très... J'avais un peu l'impression de lire un business plan en fait. J'ai pas trop aimé ce côté-là finalement. C'était très linéaire, à la fois c'est un peu long mais en même temps ça s'enchaîne vite. Je saurais pas comment expliquer. Et finalement ici j'ai moins retrouvé une ambiance qui m'a transportée et ouais, ça m'a pas tant intéressé que ça en fait. Les personnages, vraiment rien à en retirer je trouve. Les histoires de famille, bon c'est un peu bateau, c'est un peu cliché encore une fois. Et puis ouais, ce côté boutique qui je pensais allait être hyper intéressant, finalement c'était un petit peu trop factuel, un petit peu trop bateau, et j'ai pas vraiment trouvé mon compte au final. On peut pas vraiment dire que mes lectures feel good de l'été aient été un franc succès, donc n'hésitez pas à m'en recommander si vous en connaissez, qui sont bien écrites, avec des personnages bien construit, et puis voilà, avec une histoire quand même un minimum prenante, et puis bonne ambiance quoi, si vous voyez ce que je veux dire. Dans un tout autre registre, j'ai lu Quitter les mondes d'automne de Émilie Kerbalek chez Albin Michel Imaginaire. C'est d'ailleurs eux qui m'ont envoyé le livre, donc merci beaucoup. Et alors là, j'ai commencé ce roman presque immédiatement après l'avoir reçu. Et j'ai été totalement subjuguée. Ici on est sur de la SF qui commence plutôt comme de la fantaisie d'inspiration japonaise, dans laquelle on va suivre une jeune fille qui s'appelle Kaori, qui vit dans les mondes d'automne avec sa grand-mère qui est une conteuse. On est dans un monde et sur une planète plus particulièrement dans lequel l'écriture est devenue complètement tabou et a disparu. C'est quelque chose de complètement interdit d'écrire le moindre signe, la moindre lettre. Et du coup, s'est développée une tradition orale qui s'appelle le di. On a donc dans ce monde toute une caste de conteurs et de conteuses qui continuent à propager la tradition orale et la mémoire de l'humanité, des histoires, etc. Tout le monde ne peut pas devenir conteur ou conteuse puisque c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération, j'ai l'impression, et qui se révèle plutôt dans l'enfance par une espèce de phénomène qui a quelque chose de divin et qui s'appelle le ravissement. Kaori se destine donc à la même carrière que sa grand-mère, mais malheureusement elle ne va pas connaître ce ravissement et elle va donc devenir danseuse. La plume d'Émilie Kerbalek a vraiment exercé sur moi, dès les toutes premières lignes, une espèce de fascination et d'envoûtement. J'ai trouvé ça absolument magnifique. Et on suit donc Kaori depuis son très jeune âge jusqu'à ce que sa grand-mère décède. Et à sa mort, elle va hériter d'un rouleau de calligraphie. Donc complètement tabou et extrêmement dangereux d'être en possession d'un truc pareil. Et à partir de là, va commencer une quête pour découvrir ce que signifient ces écritures, puisque bien évidemment personne n'est capable de les traduire, puisque plus personne ne sait lire ni écrire. Voilà d'où vient ce rouleau, pourquoi elle en a hérité, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça implique. Bref, toute une quête parsemée d'embûches, on peut le dire, qui va mener Kaori très très loin de chez elle. Je vous l'ai dit dès le début, j'ai trouvé ça magnifique dans l'écriture, c'est hyper onirique, c'est fascinant, c'est envoûtant. Et puis ensuite on a une cassure dans le récit qui d'un coup devient très brutale, et d'ailleurs là je préfère vous prévenir, mais attention, gros trigger warning, scène de viol qui est plutôt décrite dans les détails et que j'ai trouvé hyper difficile à lire. Donc voilà, là je vous dis qu'au début c'était très fascinant et envoûtant, et j'avais même trouvé ça apaisant dans l'écriture. Et puis tout de suite on va changer de registre et on bascule dans quelque chose d'un peu plus sombre.
carrément plus sombre même. Et cette histoire qui avait débuté comme de la fantaisie un peu japonaise, très, très belle et très lyrique presque, bascule carrément dans de la grosse SF beaucoup plus brutale. Clairement, Kaori s'en prend plein la gueule, elle va souffrir. Le récit n'est jamais facile ni linéaire, il n'y a rien qui coule de source, tout est compliqué, tout est difficile. Tout le monde galère dans cette quête et j'ai adoré ce côté-là. Je suis souvent lassée quand je lis des livres où il y a un mystère à résoudre, une énigme, enfin un truc, un enjeu, et qu'au final tout se défait assez naturellement et assez facilement. Et là, clairement, c'est pas du tout le cas. Je sais pas vous, mais je me suis souvent demandé ce que ça ferait de lire un livre dans lequel on ne suivrait pas le personnage principal, mais plutôt les personnages qui sont plutôt en retrait et qui ont tendance à assister aux péripéties plutôt qu'à les vivre. Et ici, j'ai presque l'impression de lire une histoire comme ça, puisque Kaori, elle est très, je trouve, passive et presque externe à son propre sort. On a l'impression que les personnages principaux finalement sont les sidekicks. C'est à la fois fascinant et original et en même temps c'est déroutant, mais très réaliste, puisque finalement c'est une jeune fille qui a vécu dans les montagnes toute son enfance et son adolescence et qui ne connaît rien du tout au monde qui l'entoure. Et finalement elle va rencontrer des personnages qui vont la prendre en charge et prendre en charge son destin et prendre en charge carrément sa quête. Et du coup ouais, elle a presque l'air parfois externe à son histoire. Elle est clairement ballottée, voilà, d'un côté à l'autre et elle s'en prend vraiment plein la gueule, cette pauvre Kaori, vraiment. Mais j'ai bien aimé ce côté-là. J'ai trouvé ça vraiment pas ordinaire par rapport à tout ce que j'ai déjà lu en fait. Au niveau du rythme, j'ai trouvé quelques grosses longueurs dans la deuxième moitié du roman. Mais ensuite on a cette fin qui moi m'a beaucoup plu. Je trouve que c'est un bel hommage, une belle ode à l'humanité, à l'histoire, à l'écriture. Il y a pas mal de références à la culture japonaise que moi j'ai comprises à la fin, à la toute fin, en faisant mes recherches après avoir terminé le roman, parce que j'y connais absolument rien. Mais je pense que si vous êtes des connaisseurs en la matière, il y a plein de petits trucs certainement qui ponctuent le roman, qui vont vous mettre un petit peu la puce à l'oreille, et je trouvais ça vraiment pas mal. J'aurais aimé être un petit peu plus éduquée en la matière pour pouvoir comprendre. J'ai vraiment beaucoup aimé ce roman qui m'a subjuguée vraiment par sa plume et que j'ai trouvé hyper original sous bien des aspects, et vraiment je vous le recommande si vous n'avez pas peur de lire quelque chose qui va peut-être un peu bousculer vos habitudes de lecture, même si vous avez l'habitude de lire de la SF. Et enfin, pour finir sur de la grosse chialade, oui, pourquoi ne pas finir en beauté après tout, je vous parle de In Waves de AJ Dungo. C'est un roman graphique que j'avais acheté il y a un petit bout de temps, vous l'avez certainement vu passer un petit peu partout parce qu'il me semble qu'il avait fait beaucoup de bruit quand il est sorti en français, c'était il y a quelques mois à peu près, peut-être même un an. J'étais à moitié préparée pour ce qui m'attendait, mais j'ai quand même été dévastée. Je veux pas vous faire un résumé détaillé parce que c'est un roman graphique avec très peu de texte, donc qui se lit très vite malgré sa taille assez imposante. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça parle de surf, ça parle d'amour, ça parle de Hawaï et ça parle de deuil. On va suivre plusieurs temporalités. L'auteur est amateur de surf, c'est pas un professionnel mais il est amateur de surf. Il aime beaucoup ça et ça se ressent. C'est une discipline qui a eu une grande importance dans sa vie et qui en a encore d'ailleurs il me semble. Et donc il nous a fait des petits points un petit peu historiques sur l'histoire du surf à Hawaï, un petit peu l'histoire de Hawaï aussi. Et en même temps on suit son histoire d'amour avec sa toute première copine. C'est donc un roman graphique autobiographique qui ne va pas vous laisser de marbre, clairement pas. J'ai énormément aimé cette histoire hyper touchante qui vous touchera aussi, vous forcément. On ne peut pas rester de marbre face à une telle histoire, face à tant d'amour, c'est vraiment ouais, ce qui en émane le plus, je trouve, l'amour qu'on peut avoir pour quelqu'un, l'amour qu'on peut avoir pour une pratique, pour sa famille, pour ses amis. Je suis encore émue. Vraiment une superbe lecture que je vous recommande, mais prévoyez les mouchoirs. On dirait qu'en ce moment je suis sur une route là de romans graphiques qui font chialer. En vrai 2020, je sais pas ce qui m'arrive mais je suis devenue sensible. J'ai pas l'habitude. Bref, si vous avez envie de lire une très belle histoire, un très bel hommage à quelqu'un qui a profondément aimé
l'auteur et qu'il a perdu malheureusement. Je vous recommande ce roman graphique, mais vraiment, je décline toute responsabilité envers vos émotions ensuite. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres. N'hésitez pas à me recommander du feel good de qualité dans les commentaires, parce que en fait, j'aime bien l'idée du feel good, mais j'aimerais bien avoir, je sais pas, un truc qui déménage un peu quoi. Bref, je prends vos recommandations, vous pouvez aussi me dire ce que vous lisez en ce moment, ça me fera plaisir, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.